Bonjour à tous, donc je reprends. Je refais simplement un petit point pour faire le lien avec notre propos d'avant-hier. Je vous rappelle que ces quelques heures brèves sont dans le cadre de la préparation à l'examen d'entrée à l'école du barreau, et plus précisément à la préparation de l'épreuve du grand oral. Je traite ici, à travers le prisme général de l'histoire du droit, de la question justement historique, mais aussi juridique et forcément religieuse de la laïcité. Un autre thème, c'est le principe de laïcité. J'ai développé il y a 48 heures les linéaments historiques les plus anciens, avec donc des propos, comme je vous l'avais indiqué, qui cherchaient à décrypter la façon dont la laïcité est apparue vraiment de l'intérieur, à savoir au sein du christianisme. Et en réalité, je n'ai même pas, au cours des premières heures, examiné en tant que tel la façon dont la laïcité directement est née. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai plutôt vu les prodromes historiques, c'est-à-dire le terreau dans lequel le principe de laïcité allait naître, à savoir le christianisme. On a fait rapidement un tour d'horizon, vraiment à grands traits, quelques touches, sur certains, j'ai bien dit seulement certains aspects du christianisme, pour essayer de comprendre justement, et c'est même en réalité indispensable, on ne peut pas faire autrement, pour essayer de comprendre comment ce qu'on appelle la laïcité a pu très tardivement, à la suite de bien des soubresauts historiques, apparaître. J'en étais resté, sauf erreur de ma part, la fois précédente, c'est pas très vieux donc je m'en souviens, justement à l'évolution au sein du christianisme ce qu'on appelle un peu communément, moi ça ne me satisfait pas trop mais je l'utilise aussi par commodité, des rapports Église-État, ou si on veut être plus vaste et dépasser le stade des organes, parce que je vous le rappelle, l'État comme l'Église, État au sens de res publica, ne sont que des organes, ce sont des organes. Si on veut parler en termes de sphère, on parlera plutôt de temporelle, sphère temporelle et sphère spirituelle. On pourra aussi évoquer politique et religion. Vous voyez, plusieurs binômes, plusieurs dialectiques peuvent être mis en avant, mais en réalité, si on veut être vraiment exigeant, aucun de ces binômes ne recouvre réellement et totalement le problème posé. Il le recouvre d'autant moins, de mon point de vue, que, comme je vous l'indiquais il y a 2 jours, je pense qu'évidemment le christianisme n'est absolument pas, ou du moins n'est pas forcément le terreau au sein duquel ce binôme devait apparaître. Politique, religion, Église, État. Tout ceci existe, mais le christianisme pouvait les englober, ne pas éventuellement les distinguer tel que cela s'est fait au cours de l'histoire. Pour le dire encore autrement et avancer, d'autres schémas d'évolution historique étaient de mon point de vue possibles. Il se trouve que ça s'est fait comme cela s'est fait, le schéma tel que l'on le connaît, et donc j'ai évoqué il y a 2 jours, pas la semaine dernière, les origines, puis le moment où les choses basculent avec la fameuse conversion de Constantin, on a vu, et puis j'ai avancé à grands traits en évoquant notamment l'augustinisme politique, et aussi, j'en ai dit vraiment quelques mots, la réforme grégorienne. Je prononce simplement quelques grands thèmes. La réforme grégorienne qui voit au sein de l'Occident médiéval, ici, une tentative de la papauté, je ne donne pas tous les prodromes, mais une tentative de la papauté pour essayer d'asseoir une forme d'autorité, voire de domination politique sur les différentes puissances publiques existantes, sur les différents pouvoirs temporels, roi de France, roi d'Angleterre et bien sûr l'adversaire du moment, à savoir l'empereur dit germanique, n'est-ce pas? Donc ça aussi je ne vais pas le développer, mais tout simplement pour vous montrer, c'est ce que j'avais dit, qu'en réalité, les rapports entre ces 2 organes que sont l'Église et l'État vont être placés sous un double sceau. D'une part, bien sûr, une cohabitation, comme je l'avais dit aussi, là je ne fais comprendre, en vue d'un but commun, le salut du peuple chrétien et plus généralement, donc, on peut le dire comme ça, entre autres choses, la diffusion du christianisme, mais cohabitation qui n'exclut que très rarement aussi opposition, voire confrontation entre ces 2 organes. Oui.
Même si, et je l'avais dit aussi, mais c'est important, ces oppositions, ces confrontations n'empêchent pas le fait que tout ceci constitue un bloc, l'univers, le monde, la civilisation, pourquoi pas chrétienne, en Occident comme en Orient, et qu'au cours de ces siècles, à partir notamment, surtout, pas notamment, mais à partir surtout du 7e siècle, il y a, entre autres choses, bien sûr, j'y reviendrai peut-être rapidement, mais ce n'est pas sûr, donc je dis, une confrontation avec une autre religion, une autre civilisation qui va apparaître au 7e siècle en Orient, qui est l'islam, bien sûr. Ici, il va y avoir, au long cours, des affrontements entrecoupés de trêves, entrecoupés d'influences réciproques, mais malgré tout, au niveau le plus général, un choc. Pourquoi pas un choc de civilisation, pour employer avec une expression un peu à la mode ces dernières décennies, mais qui pourrait être employée à bien des époques antérieures et pour bien des civilisations. Un affrontement qui ne signifie pas par ailleurs, encore une fois, des influences réciproques, des périodes de trêve, et surtout, plus important, des confrontations au même moment à l'intérieur de ces deux blocs. Les chrétiens sont autant affrontés entre eux, si ce n'est plus avec les musulmans, que les musulmans aussi entre eux. Sans même parler des césures, par exemple, dans l'islam, entre sunnites et chiites. Ne voyez surtout pas l'image caricaturale de deux blocs unis, monoblocs, qui, comme ça, tous les coudes serrés s'affrontent les uns les autres. Non, l'affrontement est réel entre les deux blocs. Il y a deux religions, deux vérités, deux mondes, deux civilisations, et l'affrontement est au long cours. Il dure des siècles, des siècles, des siècles. Et de mon point de vue, il n'est pas fini. Il continue aujourd'hui sous d'autres aspects éventuellement. Mais cet affrontement ne signifie aucunement, encore je le redis, ça peut être, qu'il y a au même moment des affrontements tout aussi féroces au sein même de ce qu'on pourrait qualifier ces deux blocs. Les chrétiens entre eux, les musulmans entre eux, sans parler de tiers groupes qui eux aussi sont en confrontation. Pour le dire encore autrement, et là c'est une digression, c'est un propos peu plaisant, mais qui, hélas, n'est que le fruit d'un constat historique à la fois désolant et objectif. L'histoire des civilisations humaines, c'est l'histoire de guerre d'abord et avant tout. Pas que, mais aussi. La guerre est presque l'état naturel entre les civilisations. Et puis il y a des trêves. Parler de paix, c'est déjà presque irénique, même si on peut aussi oser lancer le mot. Vous voyez, ce n'est pas par... Je préférerais me tromper lourdement en disant ce que je viens de vous dire. Mais seul un aveuglement ou une cécité dommageable pourrait contredire le fait que depuis que les premières civilisations humaines structurées sont apparues, il y a 4000, 5000 ans avant Jésus-Christ peut-être, ou allez, arrêtons-nous même à Sumer et à l'Égypte, les affrontements sont permanents, à entrecoupés de trêves. Chaque civilisation, chaque royaume, chaque empire essayant de dominer d'abord les voisins les plus proches et ensuite au long cours. C'est ainsi que se sont constitués des tas d'empires. L'empire sumérien, l'empire babylonien, akkadien, assyrien, les Perses, les Romains, les Arabes, les Chinois, etc., etc., etc. C'est un constat pur. Et aujourd'hui, vous voyez, là c'est pour votre culture générale, je déborde un instant, on ne veut pas voir cette réalité parce que non, on imagine que la paix, c'est l'état naturel entre les hommes individuellement et surtout les hommes pris holistiquement, collectivement, à savoir en tant que groupe, que ce soit dans des royaumes, des États, si on va employer le terme de manière un peu anachronique, ou des civilisations. C'est ainsi. Donc ici, pour en revenir, si j'ose dire, à nos moutons, justement, il y a dans le christianisme et ce genre, évidemment, d'évolution. Je le dis aussi pour être complet parce qu'on m'en voudrait, oui, c'est l'avantage d'un cours justement où j'embrasse pas mal de thèmes tout en ayant un fil rouge. Je l'avais dit la semaine dernière, je le redis parce que je n'aurai pas l'occasion. La semaine dernière, décidément, avant-hier, en général parce que les cours sont hebdomadaires. Les croisades, par exemple, vous voyez, pour votre culture générale, là aussi on ne sait jamais, que représentent au niveau historique pur les croisades? Il y en a eu 8, je ne vais pas les détailler, la première est lancée en 1096. Aujourd'hui, dans le prêt-à-penser historique, le McDonald's de l'histoire, les tartes à la crème, les croisades, c'est une horreur. Au fond, c'est une espèce d'agression de la sauvagerie du monde occidental face à l'Orient cultivé musulman. Bon, ça, c'est évidemment une vision tout à fait partiale et partielle. Oui, à ce moment-là, même si en réalité le califat a déjà bien décliné, le califat musulman est important, sunnite, je parle pas du monde chiite qui est encore autre.
Et à côté de ça, l'Occident n'est pas uniquement ce monde de sauvagerie, loin de là. Ouais, déjà, c'est une caricature. Surtout, les croisades ne sont qu'un épisode parmi des tas d'autres, justement, de l'affrontement que j'évoquais tout à l'heure, entre, j'emploie le terme extrait, ce monde ou cette civilisation musulmane et ce monde ou cette civilisation occidentale, sachant encore une fois que une fois qu'on a défini au plus général ces deux blocs, dedans il y a 1001 nuances et césures. Attention, vous voyez, pas, là, on ne peut pas me faire le procès de la pseudo-caricature par moi. Hein, bon. Donc c'est pour ça. Mais malgré tout, les croisades ne sont qu'en réalité, à un moment donné, j'avais presque dit une contre-attaque du monde chrétien, ici venu d'Occident, pour des buts, bien sûr, religieux, réels, on va dire, purs, mais aussi très intéressés, économiquement, pour faire des gains de terre, des gains, enfin, donc tout un mélange de causes à la fois religieuses d'abord. Les croisades, c'est d'abord une affaire religieuse, mais aussi politique, territoriale, diplomatique, économique, etc., etc., etc. Et voilà, c'est un épisode où, par le biais de l'Occident, le monde chrétien réagit face à la conquête musulmane qui a éclaté au début du 7e siècle. L'islam apparaît au début du 7e siècle, j'en dirai quelques mots peut-être tout à l'heure, et il va, dès les premières décennies de son existence, connaître une explosion militaire, des conquêtes militaires explosive, suivie d'une lente colonisation de tas de terres. L'empire arabo-musulman va coloniser des tas de territoires, arabiser plus ou moins progressivement des tas de territoires. Palestine, Syrie, Égypte, Afrique du Nord, tout ça n'a rien à voir avec les Arabes au départ. Aujourd'hui, c'est considéré, c'est classé dans le monde arabe, parce qu'évidemment, la population est devenue très majoritairement, voire exclusivement arabe et arabophone et musulmane, mais au départ, ce n'était pas du tout ça. Ni les Berbères, ni ceux qui habitent en Libye, en Cyrénaïque, etc., ni les Égyptiens, ni les Palestiniens, ni les Syriens ne sont absolument pas arabes. Les Arabes sont en Arabie au départ, au 7e siècle. Pas totalement, mais très largement. Donc voilà, et les croisades ici sont une tentative du côté chrétien de reprendre une partie des territoires perdus, et notamment une ville qui est évidemment la ville sainte du christianisme, et pas que du christianisme, Jérusalem. Voilà. Et donc au début il y aura quelques succès, mais ensuite, in fine, ça finira en échec. Mieux, et je finis avec ça, puisque comme ça les croisades sera réglées, pour, comment dirais-je, expliciter mon propos tout à l'heure, qu'au-delà de cet affrontement réel, de ce choc réel entre deux mondes fondés sur la religion, le christianisme et l'islam, que l'affrontement est aussi à l'intérieur. La 4e croisade, si vous avez un peu de culture historique, vous le savez, la 4e croisade en 1204, comment se termine-t-elle? Eh bien, au lieu d'aller vers Jérusalem, les croisés occidentaux bifurquent et attaquent la capitale de l'Empire romain d'Orient, dit improprement Empire byzantin, à savoir Constantinople. Vous le savez, je l'espère, je ne vous l'apprends pas, en 1204, les croisés prennent Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, chrétien, pour le coup. Bon, ça, le monde plus tard dit orthodoxe ne s'en remettra jamais, et jusqu'à aujourd'hui, cet événement catastrophique dans le monde chrétien continue de grever les relations de ce qu'on appelle aujourd'hui les églises catholiques et orthodoxes, vous voyez, pour faire le lien avec aujourd'hui. Bon. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête, comment les choses se sont déroulées. Ensuite, justement, au-delà des croisades, la papauté qui est un petit peu ici à la manœuvre va évidemment vouloir, je l'ai dit, je reviens à ma réforme grégorienne, prendre le dessus, dominer sur le plan politique les puissances, les royaumes et l'empire en Occident, l'empire germanique. Vous le savez peut-être, et là je vais, vous voyez, pour évoquer la laïcité, et c'est commode, c'est arbitraire, mais à la fois c'est un arbitraire qui est légitime. Je suis parti du trait général de l'Empire romain, du monde chrétien, et je vais réduire à la France. La laïcité n'est pas spécialement née en France, qu'en France, mais c'est l'endroit où la chose est la plus visible. C'est là où ça se fait de la manière aussi, hélas, la plus brutale et la plus violente. Donc ça tombe très bien. Je vais réduire, justement. Je vous ai parlé de l'évolution des rapports Église-État au sein de l'Occident médiéval. Que se passe-t-il ensuite? Je vous l'ai dit, le terme n'est pas encore lancé, mais je vous ai parlé de réforme grégorienne. Or, l'augustinisme politique que j'évoquais avant-hier, une de ces variantes, si j'ose dire, même si là encore, je vais être honnête avec vous, vous n'êtes pas obligé vous pouvez l'oublier, mais aujourd'hui, certains spécialistes estiment que la notion d'augustinisme politique n'a pas de sens. Peut-être, je ne rentre pas dans ce débat, à la rigueur, on pourrait dire que la chose existe sans le nom, mais peu importe. Ce qui est sûr, par contre, ce qui est certain, ce qui ne peut pas ne pas exister, ça a été cette volonté de l'évêque de Rome, de la papauté, de
mettons, de l'Église ou du chef de l'Église occidentale de dominer, je le redis pour la troisième fois, de dominer, y compris sur le plan politique, sur le plan religieux, il n'y avait pas de débat, personne ne lui contestait, sur le plan politique, les puissances occidentales. Roi de France, roi d'Angleterre, empereur germanique, etc. etc. Et ça, un coup d'arrêt va être marqué. Alors là encore, vous comprenez bien que chacun des développements pourrait faire le cours à lui tout seul. Mais cette doctrine qu'on appelle aussi, je ne l'ai pas encore dit, notez-le, ça peut vous servir, on ne sait jamais, c'est aussi exprimé comme ça, on parle aussi souvent du sacerdotalisme. Cette volonté de domination politique de la papauté est parfois appelée par certains spécialistes la doctrine du sacerdotalisme. S-A-C-E-R-D-O-T-A-L-I-S-M-E. Sacerdotalisme, vous voyez bien d'où ça vient le mot. Sacerdoce. C'est-à-dire le pouvoir, si j'ose dire, l'ordination que possèdent les évêques et les prêtres. Bref, la doctrine dite du sacerdotalisme est celle que je viens de vous décrire. Alors, pour votre gouverne et votre, comment dirais-je, votre information, je l'ai fait exprès, j'emploie sacerdotalisme, ce n'est pas le mot le plus couramment employé. Il y a une autre expression qu'on emploie plus fréquemment pour qualifier cette doctrine, mais elle n'est pas bonne, mais je vous la donne. On parle de théocratie pontificale. Ça, vous en avez déjà peut-être entendu parler. De théocratie pontificale. Alors, elle n'est pas bonne, cette expression, pourquoi ? Parce que la théocratie, je ne sais pas si vous êtes hellénisant, mais même si vous ne l'êtes pas, vous décomposez le mot, théocratos, c'est le gouvernement de Dieu. Or, ce que la papauté veut mettre en place au Moyen-Âge, ce n'est pas un gouvernement direct de Dieu. C'est un gouvernement, comme tous les pouvoirs chrétiens, au nom de Dieu, mais pas direct de Dieu. Donc, si vous voulez être précis, mais là encore, vous êtes obligé de noter, il faut plus parler, s'agissant de cette expression-là, de hiérocratie pontificale. Hiérocratie, là aussi d'un mot grec, hiératikos, qui veut dire le hiérarque, c'est-à-dire la hiérarchie ecclésiastique. Hiérocratie, ça s'écrit H-I-E accent aigu, R-O-C-R-A-T-I-E, hiérocratie pontificale. Pontificale ici au sens de pontife romain, le pape. Voilà. J'allais vous dire, surtout pour l'utilisation que vous allez en faire, peu importe le nom, sacerdotalisme, hiérocratie pontificale, théocratie pontificale, peu importe. Ce qu'il faut, c'est retenir l'idée. Je vous l'ai donné l'idée, je ne reviens pas là-dessus. C'est cette volonté de tentative de domination politique. La seule difficulté par rapport à tout ce que je viens de vous dire, néanmoins, est celle-ci. C'est que, je parle depuis tout à l'heure, et même la fois précédente, mais j'avais déjà fait la réserve, je vous dis politique, religion, pouvoir ecclésiastique. Bon, pouvoir ecclésiastique, pouvoir royal, ça oui, on voit. Les deux organes, on les distingue clairement. L'Église, l'État, ça... Et mieux, je vous avais dit qu'à aucun moment, un roi ou un empereur n'est devenu ecclésiastique. Donc, les organes, on les distingue clairement, n'est-ce pas ? L'Église, l'État, on voit bien ce que c'est. Mais le politique et le religieux, c'est beaucoup moins clair. Oui, par pédagogie, je vous les donne sous forme de dialectique bien nette et politique, religieux. Mais dans les faits, ce n'est pas si simple. Alors oui, certaines choses relèvent purement du religieux. Je ne sais pas, par exemple, la façon dont le culte doit être organisé, la façon dont la messe doit être dite. Là, oui, il n'y a pas de gros débat. C'est ce qu'on appellerait, nous, du strict religieux. Les rois ou les puissances temporelles ne vont pas trop se mêler de ça. Mais il y a des tas de domaines qui sont à cheval entre le politique et le religieux, qui en réalité sont à la fois l'un et l'autre, ou l'autre et l'un. Un exemple qui me vient en tête. Qui choisit et comment choisit-on les évêques, le chef de la hiérarchie ecclésiastique? Qui nomme les évêques? Alors de prime abord, vous me diriez, mais non, ça c'est l'Église, c'est ecclésiastique. Pas si sûr du tout. Enfin, oui, c'est à la fois vrai, mais incomplet. Parce que l'évêque, oui, c'est d'abord un ecclésiastique, c'est un homme d'église, c'est le chef de la hiérarchie ecclésiastique. Mais en même temps, l'évêque, il a un rôle politique à cette époque-là. Il intervient dans les rouages, notamment, ça je ne l'ai pas développé, je suis désolé, mais notamment dans le cadre médiéval de la féodalité. Nous sommes dans un système féodal, je ne peux pas vous décrire ce qu'est la féodalité, ça me prendrait trop de temps. Je vous renvoie des manuels, je vous donnerai à la pause éventuellement, je vous donnerai un ou deux manuels, aux ouvrages sur la féodalité même, c'est bon. Bref, l'évêque, je schématise, a un rôle à la fois politique et religieux. Donc sa nomination, et c'est ça, les rois, l'empereur germanique, le roi de France, ne peut à aucun moment ignorer et laisser de côté cette affaire. C'est trop important pour lui et son pouvoir. Vous voyez ? Donc politique, religion.
source de querelles, source de conflits. Et je peux vous citer des tas d'autres exemples comme ça. En tout cas, il faut que j'avance. Là, j'étais un peu long, mais peut-être que ça valait le coup de faire ces quelques rappels qui sont assez sains historiquement, je trouve. Maintenant, cette doctrine de la hiérocratie pontificale, du sacerdotalisme, qui est un moment important dans l'évolution Église-État, va connaître un bouleversement, et là on bascule sur je réduis le champ territorial, on arrive en France, avec un conflit, ça vous avez tous fait du droit a priori, donc en première année vous avez eu un cours qui doit ressembler à quelque chose comme introduction historique au droit, introduction à l'histoire du droit, enfin quelque chose dans ce goût-là. Bon. Et à ce moment-là, on a dû vous parler du conflit qui a opposé un pape, en l'occurrence Boniface VIII, il faut oublier le nom, hein, c'est Boniface-E, Boniface VIII, à un roi, lui, ça aime bien de ne pas l'oublier par contre, à un roi, aujourd'hui je donne mon avis pour la première fois, de mon point de vue un des 2-3 plus grands rois de France, mais ça c'est un avis subjectif, Philippe le Bel, Philippe IV le Bel. C'est tous Philippe le Bel, vous ne connaissez pas Philippe le Bel, il faut tirer la sonnette d'alarme là, et vite vous mettre à niveau, lire un ouvrage comme ça, rapide sur un peu l'histoire de France, et il y en a des bons, hein. Il y en a plein de très mauvais, mais il y en a aussi des bons, heureusement. Bref, Philippe le Bel, alors je ne vous demande pas de retenir les dates, 1285-1314, mais il a régné autour de 1300, autour de l'an 1300. Sous son règne, donc, un conflit va opposer ce roi et ce pape que je viens de nommer. Justement, c'est un conflit au long cours qui va durer très longtemps, avec plein d'étapes, plein de rebondissements. Je ne vous rentre pas dans les détails du conflit, bien sûr, mais au fond, le résultat, c'est que c'est un affrontement, c'est un peu l'acmé, ou du moins l'un des acmés de l'affrontement entre les deux puissances, Église-État. Et in fine, vous savez, là aussi je schématise parce qu'en réalité c'est beaucoup plus nuancé, mais à moyen et long terme, le vainqueur est du côté de la royauté française. Si vous voulez, à partir de là, pas que pour cette raison-là, pas qu'à cause de ce conflit perdu par la papauté va commencer à en rabattre. La papauté va commencer à, si vous voulez, reculer s'agissant de ses prétentions politiques. D'accord ? Alors, si vous voulez, vous voulez un mot pour, comme ça, je vous dis, j'essaie de faire au mieux pour vous. Retenons l'appellation de querelle bonifacienne, du nom du pape Boniface VIII. La querelle bonifacienne, c'est cette querelle qui va opposer sur des années, Philippe IV le Bel au pape Boniface VIII, et qui va se terminer, encore une fois, attention, je schématise, c'est pas un vainqueur, un vaincu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais si vous voulez, ici, c'est produit une bascule et par la suite, alors évidemment, après il y a le schisme, il y a la papauté qui va en Avignon, mais le XIVe siècle, si vous voulez, marque le début du recul de la puissance politique pontificale. Voilà. Et concomitamment, évidemment, par un jeu de vases communicants assez aisé à comprendre, la montée notamment du Capétien qui assoit son pouvoir sur le royaume de France, et aussi, c'est notre sujet, je vais venir, sur l'Église, sur le pouvoir religieux en France. Un mot quand même pour les puristes ou pour votre culture, cette affaire finit très mal entre Philippe le Bel et Boniface, parce que le 7 septembre 1303, il y a le fameux attentat d'Anagni. Philippe le Bel ne s'est pas contenté avec ses proches conseillers qu'on appelle les légistes. Philippe le Bel est un roi fondamental dans l'histoire de notre pays, parce qu'entre autres choses, il est pas le premier, mais celui qui va s'entourer de manière massive de légistes. Ce que j'appelle les légistes, ici, c'est les hommes de droit, tout simplement. Les facultés de droit commencent à être très développées en France vers 1300, il y en a plein. La nôtre, par exemple, ici, bien sûr. Depuis au moins la moitié du XIIIe siècle, mais aussi Orléans, Montpellier, Poitiers, bref. Et donc, Philippe le Bel, pour écarter les grands barons, les grands nobles, qui le gênent souvent plus qu'autre chose, s'entoure de gens de bien plus faible extraction, de petits nobles, voire même des fois pas des nobles, mais qui ont fait des études de droit, des études, qui sont donc licenciés ou docteurs en droit, et qui forment son équipe de collaborateurs, son entourage, des légistes, qui vont développer tout l'arsenal, notamment du droit romain, qui est réutilisé à nouveau à travers le Corpus Juris Civilis de Justinien, redécouvert, réutilisé depuis au moins un siècle. Et donc, Philippe le Bel va construire toute une théorie du pouvoir royal, et je dirais même, en extrapolant un peu, de la Respublica capétienne, de l'État capétien, de la République capétienne.
Moi, j'ai coutume de dire, et les étudiants de première année sont étonnés, que la monarchie française est une république, au vrai sens du terme, une respublica. L'État apparaît avec les Capétiens, alors, notamment sous le terme, vous pouvez le noter, alors ce mot évidemment aujourd'hui il est terrible, mais sous la notion de corona. Corona, c'est-à-dire la couronne. Et la couronne, c'est peut-être l'appellation, pas la seule, mais la plus importante pour qualifier ce que moi j'appelle la respublica, à savoir l'État. L'État capétien apparaît à ce moment-là. Hein. Bon. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Là, je vous donne ça en bonus, si j'ose dire. Le plus important dans notre affaire, c'est que Philippe le Bel et ses conseillers vont ébaucher une doctrine des rapports entre, vous le voyez bien, à chaque fois je le fais avec réserve, mais bon, entre l'Église et l'État. Je n'ose dire entre le politique et le religieux. Et cette doctrine, j'espère que vous connaissez le terme, j'espère que ce n'est pas la première fois que vous allez l'entendre dans un instant, c'est celle dite du gallicanisme. Gallicanisme, G-A-2-L-I-C-A-N-I-S-M-E, le gallicanisme. Bon, qu'est-ce que le gallicanisme? J'ai remarqué que, souvent dans des cours d'année inférieure, bien sûr, les étudiants, in fine, si jamais on les interroge là-dessus à la fin, ont beaucoup de mal, alors que bon, il n'y a rien de... Je vous donne une définition très, très, très simplifiée, qui mériterait en réalité d'être ébauchée, mais ici je vais aller au plus simple, parce que vous, ça vous suffira largement si jamais vous allez l'utiliser, on ne sait jamais. Le gallicanisme, c'est donc quelque chose qui peut se dupliquer ailleurs, mais qui naît en France. C'est lorsque, en France, ici, l'Église, avec un E majuscule, l'institution, hein, avec un E minuscule, c'est le bâtiment, l'Église et le clergé, les évêques bien sûr, mais les prêtres et tout ce qui va avec, les abbés c'est les chefs des monastères, l'Église et le clergé en général sont sous l'autorité du roi de France, relèvent du roi de France pour ce qui touche au temporel, au politique. D'accord ? Avec la difficulté que constitue la définition stricto sensu du politique. Mais admettons-le. Voilà. Pour tout ce qui relève du temporel, du politique, du séculier, tout ça, l'Église et le clergé sont sous l'autorité absolue du roi, du Capétien, surtout que, alors ça, ce n'était pas forcément destiné au pape, mais les légistes de Philippe le Bel ont bâti cette magnifique maxime qui était plus à l'usage destiné à contrer les ambitions de l'empereur germanique. Vous connaissez là aussi peut-être, j'espère, Philippe le Bel dit que en France, le roi est empereur en son royaume. Le roi est empereur en son royaume. Le roi de France est empereur en son royaume. C'est-à-dire que pour ce qui est du royaume de France, aucune puissance, ni spirituelle, ni temporelle, ne peut ébrécher, émietter, amoindrir le pouvoir, je dirais même, j'aime bien ce mot évidemment, la souveraineté absolue du roi de France. Le roi est empereur en son royaume. Ouais, tout est dit. Ça frappe fort, c'est magnifique. Le roi est empereur en son royaume. Donc, évidemment, et le gallicanisme est un peu un corollaire pour tout ce qui est justement terrain politique, étatique, etc. Les évêques ne doivent à aucun moment se soumettre ni au pape ni à qui que ce soit d'autre, seulement aux Capétiens. Bien sûr, sur un pur terrain religieux, il relève, en revanche, il continue de relever du pape. Sur le terrain purement ecclésiastique, religieux. Mais sur le politique, le roi. C'est ça le gallicanisme, en gros. Alors, je vais vous donner, là aussi, c'est vraiment une espèce de trousse de première survie. Je vais vous citer simplement 3 textes. On ne sait jamais. Si vous devez alimenter historiquement la laïcité, vous vous dites, ah bah voilà, donc c'est parti du gallicanisme. Je vais vous donner 3 textes, vous en citez un, le jury est content. Peut-être même que certains membres du jury ne le connaîtront même pas, ce texte, mais justement, raison de plus, ça vous permettra d'autant plus de briller. 3 textes, pas plus. D'abord, 1438, donc sous le règne de Charles VII, c'est le fameux roi contemporain de Jeanne d'Arc, le dauphin, le gentil dauphin, qui est devenu roi ensuite. Sous Charles VII, en 1438, il y a alors notez le terme, la pragmatique. Alors pragmatique, c'est aujourd'hui, c'est un adjectif, mais la pragmatique, c'est un texte. La pragmatique, ça s'écrit pareil, sanction
Et alors, ce n'est pas une punition, hein, c'est un texte royal. La pragmatique sanction de Bourges. Alors, Bourges, c'est la ville, vous connaissez quand même. Hein, aujourd'hui, c'est dans le Cher. Bourges, c'est une ville royale, une terre capétienne. Donc, pragmatique sanction de Bourges, premier texte. Deuxième texte. Alors, la pragmatique sanction de Bourges est un texte, j'allais dire, royal unilatéral. Le texte suivant date de 1516. 1516, donc on a avancé un peu. Là, c'est un texte synalagmatique. C'est un texte bilatéral, c'est un traité. Quand deux États signent entre eux un texte, on parle de traité. Quand c'est un texte entre un État et la papauté, on ne parle pas de traité, mais on évoque le terme de concordat. Mais c'est la même chose, un concordat, voilà. C'est le fameux, j'espère que vous le connaissiez peut-être, le concordat de Bologne. Bologne, ville en Italie, hein, évidemment, connue pour d'autres raisons, par les gourmets, mais aussi ville très importante pour le droit, bien sûr. Hein. Parce que pour moi, bien avant d'être la ville des pâtes, c'est la ville de Gratien. Gratien de Bologne, 1140, le décret de Gratien, hein, la fameuse concordance des canons discordants. Bon bref, Bologne. Donc, concordat de Bologne 1516, c'est une espèce de traité, c'est même pas une espèce, c'est un traité passé entre le roi de France François Ier et le pape de l'époque, Léon X, je crois, de mémoire. Et ce traité, donc, fait que la papauté reconnaît, avec évidemment des discussions, des accords, le gallicanisme. Je ne l'ai pas dit, allez, je dis simplement ça. Dans le gallicanisme, une des choses très très importantes, fondamentales, c'est, encore une fois, j'en reviens, à la manière dont on nomme les évêques et les abbés. Les abbés, c'est les chefs des monastères, notamment les grands abbés, mais surtout les évêques. Il y a eu la querelle des investitures au Moyen-Âge, bon, j'en reviens. C'est le pape et le roi se mettent d'accord sur la façon dont les évêques français seront nommés. C'est très très important. Pourquoi? Les évêques sont, si j'ose dire, les cadres de l'Église en France. Il y a dans l'ancienne France, au XVIIIe siècle, à la fin, juste avant la Révolution, il y aura 135 diocèses. Le diocèse, D-I-O-C-E, accent grave S-E, le diocèse, c'est la circonscription géographique de l'évêque. Un évêque par diocèse. À la Révolution, on cassera le nombre quasiment par deux, il n'y aura plus que 83 évêques, parce que désormais chaque diocèse sera un département. Et aujourd'hui, on est à peu près pareil, il y a plus de départements, mais aujourd'hui, en gros, en France, les diocèses épousent les départements. Dans l'ancienne France, ce n'était pas du tout ça, puisque, vous le savez, j'espère quand même, il n'y avait pas de département. Les départements sont créés en 1790, là aussi on ne sait jamais, si vous avez un sujet de droit administratif pur, voilà, les départements apparaissent en 1790. Bon. Et donc, Concordat de Bologne, troisième texte, c'est, alors le titre est facile à retenir, vous le retiendrez, j'en suis sûr, c'est avec une majuscule, la déclaration des 4 articles. La déclaration des 4 articles. Alors, une question extrêmement complexe. Pourquoi ce texte s'appelle-t-il ainsi? Tout simplement parce qu'il avait 4 articles. Voilà, c'est une boutade, bien sûr. C'est un texte assez court en 4 articles. Le plus important non. Si, 2 choses importantes. 1, son contenu. Les spécialistes appellent ce texte vraiment la charte du gallicanisme. Si vous voulez, vous allez me dire, mais pourquoi rédiger un nouveau texte alors qu'il y a un concordat? 1682 le texte, j'avais peut-être pas dit la date, le texte date de 1682. 1682, où sommes-nous? Nous sommes évidemment sous le règne d'un des autres plus grands rois de France, j'ai parlé de Philippe le Bel, ici c'est Louis XIV. Louis XIV, bien sûr, 1643-1715, règne personnel 1661, il est né en 1638, donc un règne de 72 ans, dont 54 de règne personnel, bref, un des très grands rois de France, et à cette époque-là, les rapports sont extrêmement mauvais entre le pape et le roi de France. On est proche de la rupture, en 1682. Mais aucun des deux n'ira jusqu'au bout, et notamment le pape, parce qu'il avait trop à perdre. Déjà, le roi d'Angleterre avait quitté, si j'ose dire, le jeu. Le roi d'Angleterre ne reconnaissait plus la juridiction du pape. Donc s'il perdait, maintenant si la papauté perdait aussi le roi de France, là c'est un bien plus grand morceau, la fameuse fille aînée de l'Église. Donc là, tout le monde met un peu d'eau dans son vin, surtout du côté du pape. Et côté français, pour un peu asseoir, on écrit cette charte du gallicanisme où on rappelle avec éclat et clinquant que dans le royaume de France, c'est le roi qui a la haute main sur tout ce qui touche aux affaires de l'Église s'agissant du politique.
Un dernier mot sur ce texte extrêmement important. Qui est son auteur? Alors, comment dirais-je, certains seront étonnés parce qu'ils vont se dire « Ah ben c'est un texte qui est aussi le pape. » C'est un évêque son auteur, mais pas n'importe quel évêque. L'aigle de Meaux. Bossuet, évidemment. Jacques Bénigne Bossuet, originaire de Dijon, de cette belle ville de Dijon. Bossuet, évidemment, immense auteur, grand prélat de cour. Bref, Bossuet, B-O-2-S-U-E-T, ça aussi, il faut le connaître, le personnage. Je ne vous demande pas sa biographie détaillée, mais c'est un personnage fondamental de la deuxième moitié du XVIIe siècle de l'histoire de France. Donc voilà. Bossuet qui rédige ce texte. Voilà où nous en sommes. Donc le gallicanisme, au fond, vous l'avez bien compris, en France, je ne vous parle pas des rapports avec les autres puissances. En Europe, c'est dans chaque cas les rapports du pape. Bon, je me limite maintenant à la France. Voilà où nous en sommes. Et là, on va avancer tout à coup très vite. Le gallicanisme s'est imposé. Le roi de France, le Capétien, vous connaissez tous l'expression, c'est un roi de droit divin. Bon, ça signifie quoi tout simplement? Ça signifie, mais c'est tout bête maintenant, vous le savez, il tient son pouvoir de Dieu. Il tient son pouvoir de Dieu et de personne d'autre, ni du pape, ni de l'empereur germanique, ni de qui vous voulez. Il tient son pouvoir, c'est un rapport entre lui et Dieu. C'est Dieu qui lui donne son pouvoir. Et une chose renforce grandement cette espèce d'aura, du moins au Moyen-Âge, après il n'y en aura même plus besoin. Quand le Capétien vers l'an 1000 est tout petit, minuscule, moins puissant que plusieurs autres grands princes en France, ce qui lui permet malgré tout de tenir, c'est une chose, une institution fondamentale qui a été instaurée non pas par le Capétien mais par le Carolingien pour justifier son usurpation du mérovingien. C'est Pépin le Bref le premier, le sacre royal. Le sacre, cette cérémonie tout à fait extraordinaire qui fait du roi un personnage tout à fait hors norme, c'est l'onction. Le sacre, c'est le roi est oint d'huile sainte, comme pour un baptême, mais rien à voir. C'est pour ça, attention, Clovis est baptisé, il n'est pas sacré. Les premiers qui se font sacrer en France sont les Carolingiens, avec Pépin le Bref et tous ses successeurs. Juste un mot, toujours pareil, j'aime bien aller un peu derrière le tableau. Les Carolingiens, leur discours, nous sommes sacrés, pourquoi? Parce que nous prenons l'exemple des rois d'Israël, les rois juifs d'Israël d'Antiquité. Oui, ils citent la Bible. C'est une royauté chrétienne, la Bible est tout le temps la référence absolue. Mais derrière le décor, ils n'ont fait que copier les Visigoths. Parce qu'en Occident, en 672, donc vous voyez quelques décennies avant, le premier qui a l'idée un petit peu comme ça de se faire sacrer pour essayer, là encore, de renforcer son pouvoir, c'est le roi des Visigoths. Il s'appelait Wamba. Bon. Les Carolingiens reprennent ça. Mais la cause première, c'est pour justifier, légitimer l'injustifiable, qui est à savoir le fait d'avoir usurpé le trône qui appartenait aux Mérovingiens. Le Pépin, le Pipinide n'a pas à être roi. Depuis plus de 200 ans, depuis plus de 250 ans, c'est le Mérovingien. Il y a une légitimité. Quand vous voulez renverser une légitimité aussi puissante établie sur les siècles, vous devez trouver un maximum d'arguments. Le sacre en est un. Le Capétien va le récupérer et l'utiliser avec profit. Et jusqu'au bout, les rois de France seront sacrés. Mais vous voyez, au XVIIe, XVIIIe siècle, le sacre n'est plus, si vous voulez, il est tout aussi important, mais le roi de France, sa légitimité est telle que c'est un plus. Vous voyez. En l'an 1000, c'est vital. Sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, c'est un plus, c'est fondamental, mais ça n'a plus le même caractère vital. Vous comprenez l'idée? Politique, religion. Le sacre est quelque chose de purement religieux, mais sa dimension est aussi tout à fait politique. Vous voyez, si vous aviez besoin d'un exemple supplémentaire pour comprendre que politique et religion ne peuvent jamais se dissocier, en voilà le sacre. Donc, nous en sommes là quand on bascule, si vous voulez mettre des gros blocs malgré tout dans mon propos, voilà, on passe à un autre gros bloc. On est parti aux origines du christianisme, n'est-ce pas? Eh bien, arrivons à la césure maintenant. Arrivons à la césure. Qu'est-ce que cette césure? Le moment où la laïcité va naître. Bien, c'est la Révolution française. Alors attention, elle ne va pas apparaître pile à la Révolution française, mais très peu de temps après. Là aussi, vous connaissez tous la loi de 1905, j'ai cité au tout début, je vais la reprendre rapidement là, enfin tout à l'heure, mais il y a un autre texte complètement oublié qu'il faudra citer en passant, vous verrez. Alors évidemment, donc maintenant je vais dire quelques mots, on avance, vous voyez, on a fait, si vous voulez, l'historique lointain, on a vu les lointains, ce ne sont pas les ascendants, pas du tout, mais on a vu l'histoire au long cours. Maintenant on en arrive au moment où la naissance va avoir lieu bientôt, où ce que j'appelle moi le matricide va être commis. Ce moment clé, donc je vais développer ça, alors là aussi, c'est en fait, la laïcité permet d'évoquer ce point.
auquel il est complètement lié, mais qui est bien plus vaste que la laïcité. La laïcité ici n'est qu'un élément de quelque chose de beaucoup plus vaste qu'est la Révolution française. Je vais ici maintenant vous parler de la Révolution française, qui est, si vous voulez, la matrice, quelque part, ultime de la laïcité. Alors, vous allez me dire, mais attendez, la Révolution française, vous pensez tous bien la connaître. C'est peut-être le cas, mais j'en suis pas si sûr, et pas du tout pour diminuer vos mérites, pas du tout. C'est que, là encore, je vais dire des choses très déplaisantes, mais hélas, plutôt réelles. La Révolution française, telle qu'elle est enseignée par les programmes scolaires, dans le secondaire, ce n'était pas de l'histoire. Ou du moins, ce n'est que très partiellement de l'histoire. C'est plutôt, vous connaissez l'adage latin, vae victis, malheureux vaincu. Moi, j'aime encore plus un proverbe africain qui dit, lorsqu'il y a une chasse au lion, l'histoire de la chasse, elle est toujours racontée par le chasseur, jamais par le lion. Parce que le lion a été tué, lui, a priori. Ou au mieux, il a pu se sauver, mais il n'a certainement pas, voilà. Ce proverbe africain est excellent. Il y a plein de proverbes africains comme ça, notamment d'Afrique noire, qui sont excellents. Bref, celui-là, je l'aime beaucoup. Et j'ajoute quoi tout de suite? J'ajoute qu'effectivement, l'histoire de la Révolution française, telle qu'elle est enseignée depuis la Troisième République, 1875, et plus encore depuis toutes les réformes post-mai 68, n'est absolument pas une histoire, non, j'exagère, elle n'est que très partiellement une histoire scientifique objective, telle que je vous ai définie, ce qu'est la science historique scientifique à partir des sources. C'est de la propagande. C'est en partie de la propagande des vainqueurs, c'est-à-dire des révolutionnaires et de leurs descendants. Sachant que d'ailleurs les descendants sont largement, les descendants lointains actuels des révolutionnaires sont très très loin de ce que disaient même les révolutionnaires. Si les révolutionnaires voyaient ce que sont devenus leurs descendants aujourd'hui et ceux qui s'en réclament aujourd'hui, ils seraient, même pas désappointés, ils seraient désespérés. On se demande même s'ils ne voudraient pas que l'ancien régime revienne, pour dire. Mais ça c'est bon, c'est une hypothèse purement gratuite. Donc, ce qui est certain, c'est que, attention, parce que je vais là aussi, ce que j'ai dit là, c'est une réalité froide. Là, je vais rentrer un instant dans la caricature, mais c'est, au fond, qu'est-ce que la Révolution française? Enfin, quel était l'enjeu? Comme l'a dit quelqu'un, une fois, on serait passé de l'ombre à la lumière. Le roi de France était un méchant tyran qui affamait son peuple. Les paysans mouraient tous de faim. C'était horrible. C'était la tyrannie absolue. On vivait l'enfer de Dante à côté, c'était le paradis. Et puis il y avait les nobles qui faisaient la fête tout le temps. Et le roi de France, n'en parlons pas, il se gavait, il faisait des fêtes. Et puis, bref, vous voyez, c'était horrible. C'était la tyrannie. Et puis un beau matin, le peuple s'est soulevé, comme ça, les paysans comme ça se sont tous soulevés. Ils ont renversé le pouvoir royal, la monarchie, pour avoir en quête de liberté, de démocratie, etc. Tout à coup, voilà, on est passé de l'ombre à la lumière. Bon. Une fois qu'on met de côté cette sous-caricature pour ultra-gauchistes décérébrés, à quoi en arrivons-nous? Quelle est la chose un peu plus sérieuse? Repartons en arrière et essayons de voir un peu ce qu'il en est. La réalité, c'est que, et là je vais partir par un paradoxe, la Révolution française est encore plus une date, un événement plus important encore qu'on le dit habituellement. Vous voyez, souvent, l'histoire grand public, qui n'a qu'un lointain rapport avec l'histoire réelle sur les sources, galvaude, exagère l'importance d'événements. Là, c'est l'inverse. Dieu sait, vous le savez, que la Révolution française est vue comme importante. Eh bien, moi, je vous dis qu'elle l'est encore plus qu'on l'imagine. C'est fondamental dans l'histoire de France. C'est, j'allais dire, pas la date la plus importante, c'est la césure. Si vous voulez, dans l'histoire de France, si on devait la couper en 2 morceaux, on pourrait la couper en 5, 10, 15, 20, 30 morceaux. Mais si on ne devait la couper qu'en 2 morceaux, il y aurait avant, après. Et je vais beaucoup plus loin. Je regarde là, parce que je ferai une pause à 15 heures. Je vais beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé en France de manière hyper violente et sanglante avec la Révolution, les choses se sont passées un peu aussi ailleurs, en Europe occidentale, mais de manière, et là je donne mon avis, heureusement moins brutale et sanglante, en Angleterre, plus tard dans ce qu'on appellera l'Allemagne, encore autrement dans ce qu'on appellera plus tard, parce que ça n'existe pas, l'Italie, l'Espagne, bref. Et je ne parle pas des États-Unis d'Amérique, où ça s'est passé aussi, donc fin XVIIIe siècle. Dans tout ce monde, allez, le terme est, parlons de ce monde occidental. Dans ce monde occidental, s'est produit une nouveauté absolue dans l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots, vous voyez. Je déteste galvauder l'histoire. Alors là, je ne fais jamais ça. Mais là, j'insiste. Il s'est produit un événement
plus qu'un événement, une césure, une bascule paradigmatique. Et évidemment, cette césure, cette bascule paradigmatique, elle n'est nulle part ailleurs plus visible, plus brutale, et c'est pour ça que ça tombe bien, qu'ici en France. Et on peut, alors ce n'est pas que ça, mais on peut, si vous voulez, la synthèse absolue, la cristallisation absolue, c'est la Révolution. Pourquoi ? Alors, ici, et je vous conseille de noter parce que ça vous servira bien au-delà. Parce que, évidemment, un cours classique sur la Révolution française, ça serait des développements avec tout un plan, des chapitres. Là, avec le temps, et je pense que c'est une tactique très utile, et surtout ça va plus vite, même si évidemment c'est moins complet, je vais, comme je peux le faire des fois pour définir la Trinité, mais là je ne l'ai pas fait dans ce cours, la Trinité chrétienne, je vais essayer de définir la Révolution française à travers quelques mots, juste quelques mots qui éclairent un peu le tout. Vous voyez ? Donc c'est assez... pour aller à l'essentiel. Parce que là aussi, si on interrogeait comme ça toute personne, si on sort là dans la rue, rue Soufflot, on interroge, on dit, tiens, pour vous, qu'est-ce que la Révolution française ? Je peux pas savoir. Mais en gros, ce serait quelque chose du style, on a renversé le roi. On a coupé la tête du roi. Bon, oui, tout ça c'est vrai, mais on a renversé le roi définitivement en 92 et on lui a coupé la tête en 93, pas en 89. En 1789, même en réalité, vous connaissez en droit, de jure, de facto, théorie vraie. En 1789, la royauté ne disparaît pas. Elle n'est pas renversée. Alors là, je fais extrait du mauvais esprit, parce que juridiquement, oui, dans les faits, on passe d'une monarchie dite absolue, qui n'était pas du tout absolue d'ailleurs, à une monarchie dite constitutionnelle ou qui est fondée sur une constitution. Donc, en réalité, ce n'était plus du tout la même chose. Mais malgré tout, vous voyez, si on veut pinailler, la royauté n'est pas renversée en 1789. Donc, qu'est-ce que la Révolution française ? Je vais juste vous dire, allez, je vous donne la clé, retenez ça, ça suffira pour tout l'institutionnel. Tout est différent. Pourquoi ? Avant 89, le Capétien est, notez-le, ça vraiment notez-le, c'est roi de France. Après 89, il est roi des Français. Voilà, tout est dit. Roi de France, roi des Français. Il y a un océan, un abîme qui sépare les deux. D'accord ? Donc, roi de France, remplacé par le roi des Français. Mais qu'est-ce que la Révolution ? Si disait qu'est-ce que le tiers-État ? On voulait le prendre à son propre jeu. C'est très difficile, mais je vais essayer de voir les racines profondes de la Révolution, parce que c'est ça qui expliquera la laïcité. Quelles sont les racines profondes de la Révolution ? Encore une fois, je vous le dis, je vais à l'essentiel. Je vais vraiment au cœur du cœur. Je laisse de côté les détails, les nuances qui sont nombreuses. Si je voulais vous donner une expression, je dirais l'homme nouveau. Vous vous souvenez, avant-hier, je vous ai parlé de l'homme nouveau tel que l'entendait le Christ. Cette fois-ci, c'est l'homme nouveau de la Révolution. Toujours avec un H majuscule, parce que c'est l'homme au sens homme et femme, bien sûr. L'homme nouveau. Et j'ajoute alors donc homme nouveau, 2 mots, un troisième mot qui va avec. Et pour que cet homme nouveau arrive, il faut que l'homme ancien, si j'ose dire, soit, et notez-le, le terme, vous le connaissez, il faut le régénérer. La Révolution française a pour but de mettre en place l'homme nouveau régénéré. Vous voyez, l'inverse de dégénéré. Régénéré. Avec plein d'accents aigus. L'homme nouveau régénéré. Voilà, c'est ça. Le cœur de l'idéologie révolutionnaire, c'est ça. Je ne sais pas si on vous l'avait déjà expliqué comme ça, mais là, on prend un énorme raccourci. Maintenant, j'explique malgré tout, parce que ça ne suffit pas. De quoi parlons-nous ? Mais tout est là. Tout le reste, institutionnel, social, politique, économique, l'évolution de notre société actuelle, les lois bioéthiques, etc., tous les grands changements qui existent aujourd'hui dans notre législation, du droit de la famille, du droit... elles trouvent leurs racines là, dans ce que je vais vous dire, dans l'homme nouveau régénéré. Ça, il faut que vous en ayez. On change de paradigme. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, je vais partir de l'essentiel et je vais décliner. Qui est l'homme nouveau ? Je vous avais dit vaguement et très rapidement qui était l'homme nouveau du point de vue du Christ. Vous voyez. En face, l'homme nouveau des révolutionnaires, et dans un instant je vais définir ce que sont les révolutionnaires, bien sûr, parce que là aussi il ne s'agit pas de... Je ne peux pas rester flou là-dessus. L'homme nouveau des révolutionnaires, c'est justement inter alia, entre autres choses, l'homme qui
je les cite là, enfin je les cite pas verbatim, mais quasiment. Celui qui s'est débarrassé des anciennes superstitions. Celui qui ne croit plus aux superstitions. Entre autres choses. Hein. L'homme nouveau, c'est celui qui ne croit plus aux superstitions du passé. Allez, pour reprendre le mot d'un auteur que pour ma part, j'exècre, Voltaire, celui qui ne croit plus à l'infâme. Et c'est exécrer, c'est-à-dire détester. Hein. Pour moi, Voltaire, il a une belle plume, c'est vrai, mais c'est un personnage épouvantable. Lisez ces textes. Il y a un livre, Voltaire méconnu, de mon collègue Martin, c'est extraordinaire. On voit comment Voltaire raisonne ce qu'il écrit sur ces paysans. Il les traite comme moins que des imbéciles, moins que des débiles, excusez-moi du terme. Vous voyez, le grand Voltaire, quand on regarde un tout petit peu derrière le rideau, c'est pas beau à voir. On pourrait dire mutatis mutandis, c'est la même chose pour quelqu'un comme Rousseau d'ailleurs, mais pas on s'en fiche. Ce que sont les personnes, chacun ce qu'il est. Ce qu'il veut voir, c'est leurs œuvres. Voltaire parlait du christianisme en parlant de l'infâme. Les superstitions, bien sûr, c'est le christianisme, et plus spécifiquement le catholicisme. C'est pas. Quand je vous dis l'homme nouveau débarrassé des superstitions, c'est évidemment débarrassé des croyances dans le christianisme et plus spécifiquement dans le catholicisme, qui est la religion évidemment archi-dominante. Je ne vous fais pas l'injure de vous distinguer catholicisme et protestantisme, protestantisme étant la réforme qui apparaît fin 15e siècle. Donc, voilà ce qu'est l'homme nouveau. Alors, essayons d'expliquer un peu plus en détail. Et encore quelques mots et on fait notre pause. L'homme nouveau, c'est celui qui se débarrasse de ses superstitions. Bien. Alors, avant d'aller plus loin, et je vais finir avec ça, un mot sur, parce que je vous parle des révolutionnaires, qui sont-ils? Attention, là encore, vous connaissez, aujourd'hui il est fréquent que dès qu'on avance une idée subversive, alors des fois c'est n'importe quoi, mais des fois ça peut être une idée réellement qui est une hypothèse tenable, on va vous dire « Ouh, mais non, théorie du complot ». Bien sûr, les révolutionnaires, ce n'est pas 8 personnes qui se réunissaient secrètement une fois par semaine, pas du tout. Ce que j'appelle les révolutionnaires, ce n'est pas un groupe unifié, ce n'est pas, si vous voulez, une espèce d'oligarchie qui se réunissait, il n'y a pas de plan prédéterminé. Il y a l'existence d'idées nouvelles qui apparaissent en réalité les prodromes les plus lointains dès la fin du Moyen-Âge, je ne peux pas développer, mais qui s'exacerbent au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Dans les salons, le XVIIIe siècle, le café est connu désormais en Occident, certaines femmes nobles, fortunées, ouvrent des salons où on boit du café et du chocolat, ça c'est très sympathique de mon point de vue. Et là, on invite des gens, des intellectuels, ou un peu comme aujourd'hui, des pseudo-intellectuels. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les plateaux télé, mais ils y seraient. C'est les mêmes que ceux que vous voyez aujourd'hui faire les gugus à se donner des airs en sachant surtout des tautologues, quoi, si vous voulez. Bon, bref, il y a là des intellectuels, ou dit ainsi, qui hantent ces salons et qui avancent des idées nouvelles. Alors, dans le paquet, il y a des gens très brillants, reconnaissons-le. Il y a pas mal de picassiettes aussi qui courent les pensions, mais en tout cas, des idées nouvelles se développent. Et je finis là-dessus, ces idées nouvelles, on les regroupe. En réalité, pour moi, ça n'éclaire pas tout, c'est le cas de le dire, mais retenons l'idée, je vous simplifie, c'est ce qu'on va appeler les idées des Lumières. C'est tous les Lumières, les idées des Lumières avec un L majuscule. Je précise, les Lumières autoproclamées. Ce sont les partisans de ces idées qui eux-mêmes disaient qui le disaient ou qui ne disaient pas, comme toujours, le nom, la chose, le nom, mais ce sont les fameuses idées des Lumières qui se fonderaient notamment, alors là aussi je ne vais pas développer, sur l'humanisme. Alors moi ça m'amuse toujours, parce que là je fais exprès, là, je vais être de mauvaise foi un instant, mais ok, l'humanisme, donc ça veut dire que tous les gens avant, tous les penseurs du Moyen-Âge, un Thomas d'Aquin ou d'autres grands penseurs, un Saint-Augustin n'étaient pas des humains ou ne promeuvaient pas, n'avaient pas pour aussi idée de mettre en avant l'être humain, n'étaient pas eux aussi quelque part intéressés, n'avaient pas souci de l'humain. Non, vous voyez bien, encore une fois, les termes et les noms sont donnés de manière tout à fait précise, ce n'est pas un hasard. Mais, reconnaissons-le, c'est entré dans l'histoire parce que ce sont les vainqueurs sous le nom des idées des Lumières.
Eh bien, la matrice idéologique ultime de la Révolution française, pas l'unique mais la principale, ce sont ces fameuses idées des Lumières. Voilà. Alors, on fait notre pause et on reprend dans quelques minutes.